Bonsoir à tous. Alors j'interviens aujourd'hui pour vous parler de la précarité étudiante. À titre personnel, je ne suis plus étudiant depuis maintenant 3 ans, mais en tout cas le syndicalisme étudiant et les questions sociales liées à la vie étudiante m'ont toujours beaucoup intéressé, à la fois pendant ma vie étudiante et même après. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai tenu à vous présenter cette conférence. Alors petit avertissement d'abord, c'est que la conférence telle qu'elle est constituée, c'est une revue de presse, de communiqués, d'articles de presse, de tweets. Nous allons passer en revue aussi les différents rapports des syndicats, produits par les syndicats que sont l'UNEF et la FAGE. Chaque année, ils produisent un bilan annuel qui est toujours intéressant à consulter. C'est exposé sur la précarisation toujours croissante de la population étudiante, entend vous préparer aux enjeux politico-sociaux à venir. Nous aborderons les différentes revendications avancées par les syndicats étudiants majoritaires et je proposerai quelques pistes, quelques réflexions sur notre rôle à nous, militants d'AF, étudiants ou même personnes engagées dans la vie active, sur cette problématique. Je vous proposerai aussi des axes revendicatifs à la toute fin vis-à-vis de la réforme des bourses. Quelles actions et revendications envisagées, ça nous pourrons en discuter dans la partie questions. S'agit-il seulement de problématiques structurelles? Nous le verrons aussi. De quelle manière pouvons-nous lutter contre cette précarisation? Ce sera tout l'objet de cette revue de presse. En guise d'introduction, j'aimerais d'abord commencer par vous citer une longue citation du rapport produit par le Secours catholique en août 2022 qui permet une entrée en matière. Je cite. La pandémie de Covid-19 a été un facteur d'appauvrissement pour de nombreux étudiants en France, du fait notamment de la perte de leur emploi pendant le premier confinement, puis de la difficulté à retrouver un job dans les mois qui ont suivi. Elle a aussi mis en lumière une pauvreté plus structurelle subie par des dizaines de milliers d'entre eux. Parmi ces étudiants très précaires, une grande part d'étrangers, mais aussi beaucoup de jeunes Français issus de la classe moyenne. Ces derniers vivent généralement en dehors du foyer familial, et, du fait du revenu fiscal de leurs parents, ils touchent une faible bourse, voire pas de bourse du tout, sans pour autant recevoir des ressources suffisantes de la part de leur famille. Plusieurs observateurs, dont les membres du Conseil économique et social, mettent en cause l'inadéquation du dispositif de bourse sur critères sociaux, et ce, depuis des années. Déjà en 2007, le Conseil économique et social évoquait un système inadapté et considérer le travail des étudiants comme résultant de l'évolution insuffisante de ce système dans un contexte d'augmentation du niveau des dépenses que les étudiants doivent supporter. Fin de citation. Toujours selon le Secours populaire, c'est environ 107 000 étudiants qui seraient en situation de précarité et 45 000 en situation d'extrême pauvreté, sur une population d'environ 3 millions d'étudiants en France. Dans cet exposé, nous allons parler chiffres, comme le disait en introduction Simon, nous allons parler de beaucoup de chiffres, mais il ne faut pas perdre de vue que derrière ces chiffres, derrière tous ces zéros, derrière tous ces pourcentages, il est question d'étudiants français, d'outre-mer et étrangers qui étudient en France et qui vivent parfois des situations dramatiques. Le confort des chiffres, pour le pays légal, c'est justement de les traiter uniquement comme des statistiques en fonction des courbes budgétaires et de politiques cache-misère. Dans cet exposé, nous verrons 3 parties, le plan académique, en première partie un panorama de la situation étudiante, c'est de la tension immobilière, de l'inflation en France, du logement, de l'alimentation, etc., etc. Une deuxième partie sur les politiques du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place ces dernières années pour essayer d'endiguer ce phénomène toujours plus croissant. Et enfin, alors là, je ne suis pas forcément satisfait du titre de cette troisième partie, mais ça serait en troisième partie la chute de l'université. Un titre peut-être un petit peu trop hyperbolique, mais vous verrez le détail. C'est notamment sur les questions budgétaires, la chute du budget, les dégradations. Les infrastructures inadaptées, nous verrons tout ça en ultime partie et nous conclurons sur le bilan, les revendications à manifester et aussi quelques notes positives tout de même dans tout ce contexte. Du coup, première partie. Nous allons dresser donc un panorama de la situation étudiante en France et d'abord partir d'un contexte un peu plus national
à savoir l'inflation en France. D'après l'INSEE, les prix à la consommation auraient augmenté de 5,6% en septembre 2022 contre 5,9% le mois précédent. Il y a donc cette baisse de l'inflation de quelques dixièmes est imputée au ralentissement des prix de l'énergie et des services. Le gouvernement promet de mettre en place un bouclier pour réduire cette inflation durant cet hiver. Nous en verrons donc comment évolue la courbe aussi au fur et à mesure durant les prochains mois. J'ai mentionné dans mon préambule les étudiants d'outre-mer. Gardez à l'esprit que sur l'île de la Réunion, par exemple, le coût de la vie il est déjà supérieur de 26,47% avec la France métropolitaine. Gardez ça à l'esprit. En France métropolitaine, là, on est à 5,6%. Et sur la Réunion, dans un des territoires d'outre-mer, on est déjà sur 26%. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que l'inflation, c'est évidemment ce qui impacte le plus la vie étudiante en ce moment, mais pas que. Il y a aussi la problématique de la tension immobilière. La tension immobilière, je rappelle, la tension immobilière, ça correspond au nombre de demandes étudiantes pour une offre de logement. Dans une étude conduite par Marianne Leblanc-Logier, actuellement inspectrice générale de l'administration du développement durable, la tension immobilière est forte dans des territoires plus recherchés en raison principalement de leur capacité d'emploi, région parisienne, lyonnaise ou genevoise, de leur qualité de vie potentielle, les régions littorales notamment. Cependant, la disparité des prix n'explique pas l'envolée des prix qui relève bel et bien de la loi de l'offre et de la demande et, je cite, se traduit par un raisonnement qui déconnecte le prix de vente du prix de revient et intègre comme donnée principale la capacité des acquéreurs à payer un certain prix. À partir de là, c'est la surenchère, c'est la démesure. Et je pense que certains ont eu suffisamment de difficultés en cette fin d'été pour trouver un logement dans leur ville étudiante. L'étude de 40 000 demandes de location d'étudiants conduite par le site Logservice révèle que 6% des étudiants en recherche de logement cherchent d'abord une chambre simple, 55% un studio T1 et l'appartement avec une chambre T2 est le choix de seulement 19% d'étudiants. La crise Covid et le besoin de plus d'espace à plusieurs n'a pas eu d'impact sur le choix des surfaces. Voilà, on aurait pu penser que avec le Covid, l'isolement des étudiants, certains ont pensé qu'il y aurait eu justement beaucoup plus de demandes en colocation, mais la part de la colocation, elle reste stable, c'est 20% des demandes. Voilà. Au niveau national, le budget de logement des étudiants, il est de 613 €, mais varie fortement selon les secteurs. En province, un étudiant dispose d'un budget moyen de 567 € contre 786 € en région parisienne. Quant aux étudiants qui souhaitent habiter dans Paris même, leur budget moyen mensuel, charges comprises, il s'élève à 858 €. Voilà, c'est pour donner. On va souvent faire des petits jonglements entre la province et la région parisienne. Vous verrez tout au long de l'exposé. Dans leur recherche de logement, certains étudiants optent parfois comme solution temporaire de secours pour l'auberge de jeunesse et l'Airbnb. J'ai lu ça dans la presse. Vous avez des étudiants, en fait, comme ils n'arrivent pas, la rentrée commence, ils n'ont toujours pas trouvé de logement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les auberges de jeunesse, ou à l'hôtel, ou au Airbnb. Et il faut savoir que parfois, les étudiants se font enfler parce que les propriétaires d'Airbnb font en sorte d'augmenter exprès les prix à la rentrée parce que ils savent très bien qu'il va y avoir une demande croissante. Donc, hausse de la demande, rareté de l'offre, la concurrence, elle est rude dans les grandes villes de France. Lyon est la deuxième ville de France où la tension immobilière est la plus forte, derrière Angers, d'après la FAGE. La FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, syndicat majoritaire, et Logservice. Pour Lyon, c'est 4 demandes en moyenne pour une offre. Dans le top 5 des villes, donc je vous ai parlé de Angers, il y a Lyon, Lille, Bordeaux, qui sont dans le top 5. C'est le top 5 des villes les plus demandées hors région parisienne, évidemment. Voilà, Paris et la région parisienne
sont les villes les plus demandées. Et en termes de cherté, voici le classement des villes universitaires en fonction du coût de la vie, donc en dehors de Paris et de l'Île-de-France encore une fois. Nice est la ville la plus chère cette année. Vous avez ensuite Lyon, avec autour de 1000 euros à peu près. Bordeaux, on est autour de 1095 euros pour Lyon, 1067 euros à Bordeaux. Ensuite, vous avez Aix-en-Provence, Marseille et Lille. Voilà, dans les villes les plus chères. Et à côté de ça, vous avez, là j'ai mentionné, les T1, voilà, les recherches d'appartements, et après vous avez les logements Crous. En tout, il faut savoir que vous avez 175 000 logements Crous pour une population de 3 millions d'étudiants. Ce sont des logements à vocation majoritairement sociale. Il faut savoir que l'UNEF et la FAGE continuent de réclamer 60 000 logements Crous supplémentaires. C'était 60 000 logements qui étaient promis à la base par Emmanuel Macron en 2017. Aujourd'hui, le dernier bilan que j'ai pu trouver, c'est en octobre 2021. Sur les 60 000 logements promis, il y en a seulement 36 000 qui ont été construits, qui ont été mis en service, soit à peine plus que de la moitié de l'objectif initial. Selon le tableau de bord national du suivi du plan 60 000, l'Île-de-France, en plus, bénéficierait au total de 16 934 places contre 19 000 pour les autres régions. La cocarde étudiante, elle se concentre, elle a mis en place, elle a manifesté une revendication par rapport au logement Crous récemment. Elle demande une préférence nationale, car il faut savoir que les étudiants boursiers et étrangers en situation d'échange sont prioritaires dans l'attribution de résidences Crous. Alors, cet argument, il est recevable du moment qu'il reste conjoncturel, c'est-à-dire court-termiste. Il y a effectivement un équilibre à trouver entre la dignité d'accueil de l'étranger et le soin apporté à nos concitoyens français. Structurellement, ce dont nous manquons, ce sont en fait évidemment des logements, ce sont des facs, ce sont des moyens. On peut effectivement penser à une mesure de quota dans un premier temps par la définition d'une capacité d'accueil, puis assouplir de nouveau grâce aux nouvelles capacités acquises. Ce qu'il faut donc viser en arrière-plan, c'est surtout une augmentation des moyens et exiger que le gouvernement tienne ses promesses par l'institution d'un rapport de force entre étudiants et le gouvernement. Emmanuel Macron promet 60 000 logements, il n'en honore que 36 000, alors qu'il y a 3 millions d'étudiants et une insuffisance de logements Crous par rapport à la croissance de la population étudiante. Autre élément, les questions d'alimentation qui sont les questions finalement les plus médiatisées depuis la crise Covid, où tout le monde les a vues, tout le monde est marqué par ces longues files d'attente auprès de banques alimentaires, d'épiceries, auprès de stands de syndicats qui font des distributions alimentaires. Ça, c'est vraiment l'alimentaire, c'est la chose la plus marquante médiatiquement. Il y a eu une étude qui a été pondue récemment par l'association COP1, qui est aussi dans une association distributrice de 1000 paniers alimentaires par semaine. Elle révèle cette étude que 56% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Et elle révèle qu'un bénéficiaire sur 3 de son association ne prend qu'un repas par jour et 85% en ont déjà sauté un par manque d'argent. De plus, 73% des bénéficiaires de l'association ne perçoivent aucune bourse, mettant en lumière les défaillances du système par critères sociaux. Il faut savoir que aussi les structures d'aide alimentaire les plus classiques, à savoir les Restos du Cœur par exemple, elles fonctionnent sur dossier et sont rarement adaptées aux étudiants. Donc c'est pour ça que vous voyez plutôt les étudiants s'orienter vers des épiceries, vers des syndicats, vers ce genre d'associations pour se sustenter. Donc des choix que ne devrait pas avoir faire la jeunesse d'un pays, savoir est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas, est-ce que j'économise quelques euros pour rallonger mon paquet de pâtes jusqu'à la fin du mois. Des choix que ne devrait pas avoir à faire la jeunesse d'un pays où la fortune des 500 familles les plus riches, je rappelle, a bondi de 75% en l'espace d'un quinquennat d'Emmanuel Macron. Entre 2010 et 2022, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises est passé de 10% à plus de 40% du PIB. C'est énorme.
Aujourd'hui, il y a un appel clairement à la redistribution, et c'est dont il est question. Si on parle de précarité, c'est qu'il y a un problème il y a un problème de richesse, il y a un problème de redistribution. À côté de cette question de l'alimentation, vous avez aussi la hausse du coût de la vie étudiante cette année, qui a été estimée aux environs de 6,5%. Dans son rapport annuel 2022, le syndicat UNEF chiffre la hausse du coût de la vie étudiante à 6,47, et la FAGE, elle met ça à 7,8. Mais globalement, si on fait une moyenne des deux, on est autour de 7,5. Donc l'UNEF parle de 6,47, mais il faut savoir que sur tout le quinquennat Macron, c'est une augmentation du coût de la vie de presque 17%. 16,8 si on veut le détail. Dans son calcul, l'UNEF met en évidence qu'il y a une augmentation de 428 € sur l'année 2022. L'augmentation du coût de la vie étudiante actuelle pour cette année, c'est une augmentation de 428 € sur l'année pour un étudiant. La FAGE, elle, dans son rapport, que je trouve un petit peu mieux ficelé que celui de l'UNEF, distingue, elle, deux types de frais, les frais de rentrée et les frais de vie courante. La FAGE, elle, pointe une flambée des frais de rentrée. Ça vous pouvez voir le détail dans le canal Illustration Conférence, un peu plus de détail. Donc une flambée des frais de rentrée et une augmentation des frais de vie courante pour les étudiants. Et il faut savoir, et la FAGE, elle a fait une analyse. Alors moi je vous ai parlé du quinquennat de Macron, donc une augmentation de 17%, et la FAGE, elle a fait une analyse sur 20 ans à partir de tous ces rapports annuels, et le coût de la vie étudiante aurait augmenté en 20 ans de 55%. Donc rendez-vous compte, 55%, c'est quand même quelque chose. En matière de santé, maintenant, les étudiants, il y a eu une enquête qui a été menée par l'Institut CSA pour la mutuelle étudiante LMDE, une étude qui a été menée auprès de 3000 jeunes, et sur ce sondage de 3000 jeunes, il a été révélé que 70% des étudiants se déclarent en situation de mal-être. Et parmi ces 70%, 36 auraient eu des pensées suicidaires. La situation financière, évidemment, de chaque étudiant peut aggraver ce sentiment de mal-être, peut aggraver la santé mentale, tout comme la crise sanitaire. Donc, toujours selon cette étude, il y avait 45% des étudiants qui s'estimaient en difficulté financière lorsqu'ils ont répondu. 68% disaient que le Covid avait négativement impacté leur vie étudiante, et 52% font ce constat sur leur interaction sociale avec leurs proches. Donc, il y a aussi eu des conséquences au-delà de la sphère étudiante, mais aussi dans la sphère sociale. Certains étudiants vont jusqu'à se priver de soins médicaux aussi, dont les consultations psychologiques, du fait de leur précarité. 2 étudiants sur 5 ont renoncé à des soins depuis mars 2020, et avant tout pour des raisons financières. L'événement le plus marquant lié à la santé des étudiants, c'est bien évidemment l'immolation par le feu d'un étudiant syndicaliste solidaire nommé Anas Kournif devant le Crous de Lyon le 9 novembre 2019. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça avait fait beaucoup de bruit dans la presse. Donc un étudiant syndicaliste qui a fait un appel au secours, clairement, par rapport à la précarité étudiante. Il s'est mis un bidon d'essence sur lui, il a pris feu. Les conséquences sont lourdes pour le jeune homme de 23 ans, puisqu'il est brûlé au 3e degré sur 75% du corps, et a passé 5 mois dans le coma. Donc ça, c'était vraiment la chose qui a ancré si vous voulez, je vous ai parlé des files d'attente pour l'aspect alimentaire, et là vous avez cette immolation qui a vraiment marqué l'aspect santé mentale des étudiants pendant la crise Covid. L'UNEF, par rapport aux soucis de santé mentale, demande la mise en place d'un chèque santé pour pallier aux frais médicaux, notamment les consultations psychologiques. Je sais pas si vous savez, mais une consultation psychologique, c'est autour de 60 balles, donc c'est pas forcément remboursé, même s'il y a eu des mises à jour par rapport à ça avec des réformes, mais en tout cas ça peut être un budget énorme sur une année.
Nous venons de dresser un petit panorama sur les aspects, donc l'alimentaire, le logement, la santé, l'inflation, le coût de la vie étudiante. Il est temps maintenant d'aborder dans notre seconde partie les politiques du gouvernement pour répondre à toutes ces difficultés. Sylvie Retailleau, c'est un nom qu'il va falloir retenir, c'est notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle a mis en place un nombre de mesures conjoncturelles et structurelles pour lutter contre la précarité étudiante en cette période d'inflation. L'UNEF et la FAGE s'accordent tous les deux pour dénoncer l'insuffisance des mesures gouvernementales et demandent l'instauration d'un ensemble de mesures que nous allons un petit peu détailler un peu plus tard. Paul Maillot, président de la FAGE, estime que ces aides palliatives, qui n'apportent pas de solution durable, demeurent inférieures à l'augmentation du coût de la vie et en deçà des besoins des étudiants. Ces politiques, nous allons les lister dès à présent. D'abord, les politiques conjoncturelles. En ce début d'année, vous avez les repas à 1 euro qui ont été maintenus. Ils ont été prolongés pour toute l'année universitaire pour les boursiers. Ceux qui touchent déjà des aides du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, plus communément connu sous l'acronyme CROUS, mais aussi les étudiants qui auraient des problèmes de budget alimentaire. Ces derniers peuvent demander au CROUS de bénéficier de ce tarif grâce à une plateforme en ligne. Ils obtiennent immédiatement l'accès au repas à 1 euro. Deuxième mesure conjoncturelle, vous avez le gel des frais d'inscription pour la 4e année consécutive aussi, pour éviter justement une surenchère une surenchère des frais. Voilà. Il y a donc 2 politiques conjoncturelles qui ont été établies en début d'année, les repas à 1 euro et le gel des frais d'inscription. En termes de politique structurelle, vous avez eu une hausse des APL, des aides pour le logement. Le gouvernement a annoncé cet été une hausse de 3,5% et un chèque exceptionnel de 100 euros pour les étudiants boursiers. Des mesures évidemment jugées insuffisantes par les syndicats étudiants et avec raison. D'une part, la prime inflation d'une hauteur de 100% annoncée en avril dernier ne concerne pas l'ensemble des étudiants puisqu'elle n'a été attribuée qu'aux étudiants boursiers de l'enseignement supérieur qui représentent 26% des étudiants ainsi qu'aux bénéficiaires des aides au logement. D'autre part, cette aide n'est pas suffisante lorsque les prix de certains produits comme les pâtes, l'huile ou encore la viande surgelée augmentent de quasiment 15%. Sur les 2,6 millions d'étudiants que compte la France, l'Observatoire national de la vie étudiante établit que 40% d'entre eux exercent en parallèle de leurs études une activité rémunérée hors stage et alternance bien sûr pour compléter les aides de l'État et les aides apportés par leurs parents. Voilà, ils ont besoin d'une activité rémunérée. 40% d'entre eux, donc presque un étudiant sur 2, finalement, exerce une activité rémunérée. Pour rappel, le travail, c'est le premier facteur d'échec des études aussi, parce que certains étudiants sont contraints de prendre des activités qui ne sont pas forcément des emplois qui ne sont pas forcément adaptés à leurs conditions et parfois même d'en prendre plusieurs. C'est notamment Laurent Janin, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, qui s'en inquiète. Il dit « Les étudiants sont de plus en plus nombreux à avoir un emploi, parfois même à les multiplier. Quand vous n'en avez qu'un et qu'il arrive à apporter le complément nécessaire pour pouvoir vivre, c'est bien. Mais quand vous allez devoir en avoir plusieurs, là, c'est totalement différent, évidemment. » L'UNEF et Solidaire s'entendent pour demander une revalorisation du montant des APL à hauteur de 20%. Ça, c'était pour la petite sous-partie sur la hausse des APL. Autre politique conjoncturelle mise en place par le ministère et le gouvernement, c'est la revalorisation des bourses de 4%. Sylvie Retailleau a annoncé début juillet une revalorisation des bourses de 4%, sauf que cette revalorisation, elle ne permet pas de compenser l'inflation. Je vous ai dit au début, je crois que je vous ai dit le chiffre de 5,6%, une revalorisation des bourses de 4%. L'UNEF revendique l'augmentation des bourses de 100 euros par mois et par échelon dès la rentrée 2022 et la refonte totale du système de bourse actuel pour une mise en protection sociale de jeunes en formation et en insertion
avec une allocation d'autonomie à la rentrée 2023. Ça, cette allocation d'autonomie, on en reviendra plus tard. Dans la presse, les étudiants réceptionnent la hausse des APL et la revalorisation des bourses de façon très mitigée. Globalement, le ton c'est ça va, mais voilà, tous les étudiants disent ça. Ils se plaignent et cette revalorisation, elle n'est pas du tout ressentie comme une révolution, loin de là. Sur l'île de la Réunion notamment, où 56% des étudiants sont boursiers, la revalorisation annoncée de 4% de la bourse ne permet absolument pas de compenser la hausse des prix, beaucoup plus forte qu'en métropole, comme je le disais au début. Voilà en termes de politique structurelle ce qui a été mis en place pour cette rentrée 2022. Et il y a une chose, une petite aparté qui est importante, et ça va falloir vous en souvenir, c'est que Sylvie Retailleau, donc ministre de l'Enseignement supérieur, a promis qu'il n'y aurait pas de cours en distanciel. Elle l'a écrit, elle a communiqué, je crois que c'était sur un plateau radio. Nous sommes très attendus par nos étudiants sur la transition écologique. On se doit d'être exemplaires. Nous mènerons ce plan de sobriété avec les étudiants, jamais à leur détriment, et il n'y aura pas de retour aux cours en distanciel. Mais bon, mes avis que c'est déjà du vent. Je pense que vous vous en doutez. D'ores et déjà, vous avez sûrement entendu la fermeture de l'université de Strasbourg pendant 2 semaines supplémentaires cet hiver, et il y aura notamment des cours en distanciel. Il y aura une autre polémique à la rentrée que j'évoquerai, et là encore, il y a eu évidemment des cours en distanciel. Donc on est face à une promesse d'ores et déjà non tenue du ministère de l'Enseignement supérieur. Et à côté de ces politiques conjoncturelles et structurelles instaurées dès cette rentrée, il y a un débat, il y a un projet de réforme qui va fortement nous intéresser pour les 2-3 prochaines années. C'est la réforme des bourses. Cette rentrée 2022, elle est l'occasion pour le gouvernement de s'attaquer au dossier sensible de la réforme des bourses. Jusqu'ici, le système d'allocation des bourses se fait sur critères sociaux, géré depuis 1995 par les 26 centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les CROUS, à chaque fois je détaille, mais géré par les 26 CROUS. Selon le système actuel, les bourses sont attribuées en fonction des ressources des parents et 8 échelons sont prévus. En 2021-2022, les montants annuels étaient compris entre 1042 et 5736 euros annuels, et 756 000 étudiants touchaient une bourse, soit en gros 38% de ceux inscrits dans des formations habilitées par le ministère à recevoir des bourses. Le plus haut échelon qu'on peut avoir est à peine plus haut que la moitié du seuil de pauvreté, note le rapport de l'UNEF. On note également une augmentation de 4% de bénéficiaires de bourses sur un an. Mais comme le souligne Étienne Matignon, président de la FAGE, les étudiants des classes moyennes basses sont les plus oubliés du système. Les bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur ont augmenté de 33% en 20 ans. En 2007, l'échelon 6 se voit être créé pour accueillir des étudiants de l'échelon 5 largement engorgés. C'est seulement en 2012 que les bourses passent sur 10 mensualités. Il faudra attendre après le quinquennat du président François Hollande pour que la classe moyenne basse tende à être intégrée au dispositif des bourses de l'enseignement supérieur avec la création des échelons 0 bis et 7. Enfin, la dernière évolution notée des bourses sur critères sociaux est en 2018 avec la substitution de l'échelon 0 bis à l'échelon 0, ce qui permettait d'intégrer plus d'étudiants issus de la classe moyenne. En 2017, c'est aussi la fin du régime de... Alors ça, c'est à côté. Hein. En 2007, c'est la fin du régime de la sécurité sociale étudiante, le RSSE, et donc la fin d'une dépense annuelle de 217 € pour chaque étudiant. Les étudiants rejoignaient à ce moment le régime général de l'assurance maladie en 2018. Ça, c'était une petite aparté. Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne de l'Union centriste et rapporteur d'une mission d'information sur les conditions de la vie étudiante en 2021, écrivait « À l'heure actuelle, la notion du reste à charge, c'est-à-dire l'écart entre leurs dépenses contraintes, loyer, transport, assurance,
et leurs ressources, aide de la famille, revenus, etc., n'existent pas dans le calcul des bourses. Or, on ne finit pas le mois de la même façon si l'on a un loyer de 300 ou de 800 euros. Fin de citation. Les sénateurs, dans ce rapport, préconisaient la création d'un système de bourse décentralisé dans les universités, inspiré du modèle allemand. La FAGE, elle, réclame la suppression des effets de seuil pour une différence de revenus de... En gros, pour schématiser, la suppression des effets de seuil, en gros, pour une différence de revenus de quelques euros, on peut voir sa bourse diminuer ou tout simplement être supprimée dans le système actuel. Et enfin, il y a aussi la question de l'introduction de la territorialisation dans cette réforme. Alors, on ne sait pas, là pour le moment, on est sur des idées émises par des députés, par des sénateurs. Il y a rien, il y a pas de communication encore, il y a rien qui est sorti encore. Il y a juste quelques bribes. Mais il y aurait peut-être aussi l'introduction de la territorialisation dans cette réforme. Pour information, le ministère a confirmé que la réforme globale des bourses n'est pas incluse dans le budget 2023. Si la ministre prévoit des ajustements dès 2023, la réforme ne sera effective qu'en 2024, voire en 2025, alors que les concertations autour de cette réforme débutent ce mois-ci et il est encore impossible de chiffrer son coût selon le cabinet du ministre. Toujours sur cette réforme des bourses, je vous donne le calendrier prévisionnel. Donc la concertation, elle a été lancée le 1er octobre 2022 et elle est pilotée par le délégué interministériel Jean-Michel Jolion. Vous aurez un bilan d'étape en janvier 2023 et en troisième temps, vous aurez la remise du rapport du délégué interministériel pour découvrir les contours exacts du nouveau modèle de bourse en juin 2023. C'est pour ça que je vous disais au début que ça va nous occuper pendant bien 2-3 ans cette affaire. Et enfin, le 4e temps, c'est ce que je disais juste avant, application de la réforme à la rentrée 2024 ou 2025. Et donc là, on a un boulevard pendant 2 ans pour s'intéresser, pour revendiquer, pour militer par rapport à cette réforme des bourses qui va forcément impacter notre sociologie militante et plus largement le pays réel. Voilà. Troisième et ultime partie, avec ce titre hyperbolique de chute de l'université, la chute de l'université. Je ne sais pas si vous avez pu voir, en tout cas je l'ai mis dans le canal dédié Illustration Conférence, vous avez eu une étude de Thomas Piketty et de Luc Chancel sur Twitter sur la chute du budget de l'université par étudiant. Le budget dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche s'élève à 25,7 milliards d'euros pour 2023, selon le projet de loi finances 2023, qui a été présenté fin septembre en Conseil des ministres. Près de 1,1 milliard d'euros supplémentaires par rapport à 2022. Sauf qu'il s'agit d'une augmentation en trompe-l'œil, comme le dénonce le syndicat général de l'éducation nationale CFDT, puisque l'augmentation reste, encore une fois, inférieure à l'inflation et à la crise énergétique à venir. Enfin, une partie de la hausse du budget servira à financer la vie étudiante et à lutter contre la précarité étudiante. Les mesures d'urgence mises en œuvre à la rentrée 2022 sont financées par le projet de loi finances 2023, notamment la revalorisation des bourses de 4%, qui représente à lui seul 85 millions, et la pérennisation du repas à 1 euro pour les boursiers. Tout ça est prévu dans le budget de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, l'augmentation de près d'1,1 milliard, c'est un peu toujours... c'est du bluff. Voilà, ça en trompe-l'œil, comme le dit la CFDT. Depuis 2017, les gouvernements de Macron n'ont cessé de vanter leur politique sociale en faveur des étudiants. Pourtant, ni les mesures, ni l'investissement du gouvernement n'ont été à la hauteur jusqu'à aujourd'hui. L'UNEF souligne que les investissements dans les aides directes aux étudiants durant le mandat actuel sont 3 fois inférieurs à ceux réalisés sous Nicolas Sarkozy et 5 fois inférieurs à ceux décidés par François Hollande. Depuis 2017, les étudiants ont perdu chaque année en aide directe près de 40 euros, malgré les aides ponctuelles accordées durant la crise sanitaire.
Emmanuel Macron est donc le président qui a le moins investi en aide directe ces 15 dernières années. En effet, il a investi 21% de moins pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy et 55% de moins que celui de François Hollande. Les économistes Thomas Piketty et Lucas Chancel ont mis en évidence que le budget de l'université, rapporté au nombre d'étudiants, continuait de baisser, 15% depuis 2017, une baisse de 15% depuis 2017 et 22% depuis 2012. C'est énorme. La chute du budget par étudiant se poursuit en 2022 et 2023. Résultat des courses, retour en distanciel dans plusieurs facs pour manque de locaux et factures énergétiques trop élevées. On parlait justement de factures énergétiques, les infrastructures. Vous avez des fermetures anticipées du fait des coûts des factures énergétiques. Je cite, de nombreux budgets dans les universités font face à surcoût de 2 à 6 millions d'euros. Alors, comment ces établissements vont-ils, sans aide de l'État, pouvoir payer les coûts supplémentaires liés à l'inflation et aux factures d'énergie qui vont exploser durant l'hiver, s'interroge Anne Roger, secrétaire générale du syndicat SNE, SUP, FSU. Je prononce mal, mais voilà, syndicat FSU. Malgré une rentrée relativement calme, de nouvelles problématiques financières pèsent sur l'université, avec la hausse des coûts liés à l'inflation, la crise énergétique. Les présidents d'université craignent de devoir puiser dans leur fonds de roulement à la base destinés à l'investissement immobilier. De plus, la part des universités sont de véritables passoires énergétiques, prévient Mathias Bernard, président de l'université de Clermont-Ferrand. Il espère ne pas arriver lui aussi à une fermeture de certains établissements qui serait désastreuse pédagogiquement. Mais en parlant de fermeture, vous avez notamment ce que je mentionnais un petit peu avant, l'université de Strasbourg, qui a annoncé le 19 septembre qu'elle n'était pas en mesure, avec son budget, d'assumer les factures d'énergie, que les factures d'énergie elles allaient doubler, elles passeraient de 10 à 20 millions d'euros. Donc Michel Denneken, le président de l'université, a informé que la rentrée des vacances de Noël se tiendra le 9 janvier au lieu du 3 janvier. Et concernant les vacances d'hiver, les cours auront lieu en distanciel la première semaine de rentrée. Donc là, pareil, promesse non tenue de la ministre. L'université de Strasbourg a également annoncé que le chauffage sera limité à 19 degrés dans tous les bâtiments. Il sera allumé le plus tard possible cet hiver et éteint le plus tôt possible au printemps. Les étudiants forcés de travailler chez eux devront donc se servir de leur chauffage, de leur courant. Et cette fermeture de 2 semaines, ce sont les étudiants qui la paieront avec leur chauffage, avec leur propre chauffage. 2 jours après l'annonce de cette fermeture prolongée de 2 semaines à Strasbourg, vous avez près d'une centaine d'étudiants qui faisaient déjà la queue pour une distribution alimentaire du syndicat Alternative. Il est probable que des décisions similaires soient prises sur d'autres campus dans les prochaines semaines. Autre problématique en termes d'infrastructure, c'est les capacités insuffisantes. Vous avez eu une grosse polémique à Paris autour de l'université Sorbonne Nouvelle, qui a fait sa première rentrée dans son nouveau campus de Paris Nation. Sauf que ça s'est mal passé. La pénurie de salles de cours dans les locaux a obligé l'établissement à repousser la rentrée du 19 septembre au 3 octobre. L'établissement finalisait son déménagement entamé en janvier dans de nouveaux locaux flambant neufs, mais des locaux neufs qui manquaient de salles de cours. Donc l'équipe dirigeante a dû en catastrophe trouver 14 salles à louer en dehors du nouveau campus. Il restait à prévenir les étudiants et le personnel, à décider quels cours auraient lieu dans ces espaces loués, dont l'un était situé à plus de 40 minutes du nouveau campus, près de la place de la Nation. Et il fallait refaire tous les emplois du temps. Donc, et encore des cours en distanciel qui étaient d'ores et déjà programmés. Donc cet exemple, c'était pour vous souligner le manque de capacité criant pour l'université. Je vous ai parlé des fermetures anticipées. Et vous avez aussi le problème du nombre d'universités. C'est un problème à 2 faces. C'est-à-dire que vous avez à la fois le manque de moyens, le manque de nouveaux campus, et vous avez aussi une population étudiante de plus en plus croissante avec la politique du bac pour tous que vous savez. Aucune université n'a été créée malgré le besoin.
Pourtant, l'accroissement démographique était prévu et connu du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En septembre 2021, la France comptait 2,97 millions d'étudiants et c'est une augmentation de 2,5% en un an, soit 73 400 inscrits supplémentaires. Donc, je vous ai mis le graphique sur l'évolution de la croissance démographique étudiante. Ça s'arrête pas. Voilà, ça s'arrête pas. C'est toujours plus fort. Donc il y a la question maintenant il y a la problématique du bac pour tous. Est-ce que après il y aura le bac plus 5 pour tous? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Pour conclure, je vous ai parlé que j'allais conclure sur des notes positives. Il est temps d'aller sur des notes un petit peu plus positives. Face à cette précarité étudiante, vous avez un ensemble d'initiatives qui ont été mises en place. Vous avez d'abord des banques alimentaires, des épiceries sociales et solidaires qui ont été créées. À Strasbourg, vous avez eu la réouverture des épiceries solidaires en octobre avec déjà 200 demandes enregistrées fin septembre. En parallèle, le nombre de bénéficiaires de l'aide du Secours populaire du Bas-Rhin a crû de 60% entre 2020 et 2021. En 2022, les étudiants et les personnes âgées ont rejoint le public du Secours populaire accompagnés par l'association caritative, ainsi que d'anciens bénéficiaires qui reviennent en raison de l'augmentation des prix. Donc il y a vraiment dans cette note positive, vous avez une solidarité qui se met en place tant au niveau syndical qu'au niveau associatif pour les étudiants, avec de la distribution de nourriture directement sur les campus, à l'initiative donc d'associations ou de syndicats. Vous avez aussi le site Wisby qui a en avril 2022 fait une collecte de témoignages de jeunes pour transmettre au final ces retours d'expérience au futur gouvernement. Donc je ne sais pas quel écho auront ces témoignages. Vous vous en doutez, ça va pas être du gâteau. Enfin comment dire. Vu les politiques des dernières décennies, je pense pas qu'il va y avoir de changement. Mais en tout cas, vous avez des initiatives de ce côté-là. Vous avez aussi des projets, des appels à projets. Certaines collectivités mettent en place des appels à projets de soutien aux initiatives pour lutter contre la précarité des étudiants, comme Bordeaux Métropole ou le département de la Sarthe. La ville de Saint-Étienne, elle, a mis en place l'application Synthé Mémo dans le cadre du plan d'urgence étudiant pour faciliter la vie aux étudiants précaires en centralisant les bonnes adresses, les aides disponibles en matière de soins, alimentation, culture, etc. Vous avez également le Crous de Corse et la collectivité de Corse qui offre la gratuité intégrale des repas pour les boursiers comme les non-boursiers. Et je crois que c'est le seul Crous qui fait ça en France, Crous de Corse, qui offre la gratuité intégrale des repas pour les boursiers comme les non-boursiers. Et il y a eu aussi une initiative sympathique du côté du Mans, l'université du Mans, avec la Graphiteria, ça s'appelle. Donc en fait c'est comme une sorte de marché gratuit qui permet de faire de la récup, avoir des livres, des vêtements, vraiment comme une braderie en fait, voilà, mais tout est gratuit et les étudiants chaque début d'année peuvent se rendre sur le campus et récupérer des affaires collectées par des associations, par des personnes. Ça, c'était les points positifs. Maintenant, il faut aborder la lutte sociale qui nous arrive, qui va nous arriver en pleine face là dans les prochains mois. C'est la question du salaire étudiant. Je m'explique. L'UNEF et l'alternative plaident par exemple pour la création d'une allocation d'autonomie ou allocation universelle d'études, versée à tous les étudiants d'un montant minimum de 1 063 €. Cette allocation, gérée par le Crous, pourrait être versée jusqu'aux 8 mois suivant la date d'obtention du diplôme, en l'absence d'embauche, afin d'accompagner l'insertion professionnelle de jeunes diplômés. Une idée qui semble, jusqu'ici, inenvisageable pour le gouvernement. Le syndicat solidaire demande aussi la mise en place d'un salaire étudiant. Donc là, vous avez une nouvelle revendication, bon, pas tellement nouvelle puisqu'elle existait déjà un petit peu les années passées, mais là, les syndicats étudiants vont mettre à fond, syndicats gauchistes, vont mettre à fond leur campagne sur cette thématique du salaire étudiant.
Il est impératif pour nous, aussi militants d'Action française, de nous investir dans les facs et de surveiller cette réforme des bourses et cette revendication de salaire étudiant. Là, le 16 octobre, Louis Boyard, vous pouvez voir toutes ces communications parce que Louis Boyard centralise un petit peu la communication autour des revendications étudiantes, de la précarité étudiante. Louis Boyard, député France Insoumise, qui a relayé un appel à une grande manif par rapport à la précarité. Et il y a cette revendication du salaire étudiant, évidemment, qui est mis en avant. Il est impératif pour nous, militants, de nous investir. Nous pouvons nous distinguer justement des syndicats de gauche et de leurs propositions irréalistes d'allocation d'autonomie. Nous avons les capacités de dépasser la gauche par sa gauche en défendant une réforme indexée sur l'inflation, territorialisée, sur 12 mensualités et en exigeant l'introduction de la notion du reste à charge. Cette aide serait calculée en fonction de la situation personnelle et des revenus déclarés au foyer fiscal auquel il est rattaché. Il est important pour nous, militants, donc en fait, si on veut, en fait même, on a un boulevard devant nous pour soutenir les étudiants, pour porter leurs revendications et mener une lutte de front contre le gouvernement, contre sa politique antisociale, en défendant une mesure réaliste, redistributrice et territorialisée. C'est-à-dire, on voit bien que l'inflation est différente à La Réunion, à région parisienne, au Mans, à Bordeaux. C'est différent. Il faut prendre en compte le coût de la vie par territoire. Et il est fort probable, comme je vous le disais, que vu le budget d'austérité 2023, l'augmentation dérisoire des APL et des bourses cette année, que la réforme des bourses nous promet aussi de mauvaises surprises. En janvier 2023, un premier bilan d'étape sur la réforme sera délivré. Il sera primordial de sensibiliser et mobiliser les étudiants sur cette actualité. Vous pouvez évidemment déjà le faire localement. Nous devrons diffuser nos revendications auprès des étudiants. La lutte contre la précarisation des étudiants et plus largement du pays réel doit être une de nos priorités et elle ne fait que commencer. Et je vous remercie.